Bonjour et bienvenue à la Culture en Action. Aujourd'hui, on est samedi le 8 juin et on est en 5 à 7 pour le vernissage des 3 expositions qui vont être présentées ici au Carrefour culturel Paul-Médéric jusqu'au 4 août. Les 3 expositions qui seront présentées sont Renaissance de Marie Walsh, La transparence du souvenir d'Yvan Lafontaine et Habiter la ville du Festival Le Festif. Bonne émission. La première exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Renaissance. C'est Mme Marie Walsh qui est avec moi, qui est ici pour présenter son exposition. Bonjour Mme Walsh. Bonjour Pascal. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on commence par parler de votre exposition? Peut-être avant de parler de vous. Vous l'avez appelée Renaissance. Pourquoi? Expliquez-moi. OK. Bien, en fait, moi, je fais des tableaux depuis près de 10 ans, puis j'ai commencé au Costa Rica. J'étais allée là-bas pour faire mon terrain de maîtrise, puis finalement, je me suis ramassée coordonnatrice d'un centre d'art communautaire. Et puis là-bas, c'est là que j'ai vu que les gens étaient intéressés à acheter mes produits artistiques. Donc, quand je suis revenue de là-bas, j'ai commencé à peindre beaucoup des paysages. Là, dans le fond, j'allais, supposons, à l'extérieur sur le bord d'une rivière, puis je peignais la rivière. Puis je me suis rapidement détachée dans le fond, de l'extérieur pour m'en aller vers l'intérieur. Donc, j'ai commencé à peindre rapidement en abstrait, principalement de la gestuelle puis de la couleur, sur la thématique de l'ordre et du chaos. Mais c'était un état humain de recherche de l'ordre. Non, c'est pas ça, c'est la recherche de l'ordre à travers le chaos, en passant par la couleur. OK. Fait que j'étais beaucoup dans les états humains pendant 10 ans. J'ai fait aussi des représentations plus figuratives, là, influence un peu corneau, mais toujours par rapport aux états humains. OK? Puis j'ai fait aussi des poses sportives beaucoup en relation avec les états humains. Comme par exemple, j'ai une golfeuse qui s'appelle la visionnaire, mais c'est parce que quand tu es visionnaire, tu as un trou, puis tu vas loin. Fait que j'ai exploré cette thématique-là pendant 10 ans, puis ça s'est, on va dire, finalisé par une collection que j'ai appelée Renaissance, là, on ne voit pas en arrière de moi, là, mais elle est présente au musée. Donc, c'est une collection très épurée où je me suis sentie un peu libérée de la couleur, en fait, parce que c'était peut-être un peu lourd d'essayer d'ordonner ce chaos-là. OK. Fait que je suis tombée dans un univers de blanc, parce que le blanc, c'est le vide, mais en même temps, c'est l'univers des possibilités. Donc, c'est un état d'esprit, en fait. Et puis, dans cette collection-là, il y a toujours un petit personnage qui est accroupi en position fétale. Ah oui. Donc, ça, c'était un début d'ouverture à quelque chose de nouveau, un petit peu. Fait qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps. Oui. Puis en même temps, bien, je suis vraiment rentrée dans l'univers de la matière, c'est-à-dire que dans ces tableaux-là, vous allez trouver du bois. Les tableaux sont faits, vous allez avoir du bois. Comme médium. C'est ça, du bois, du métal, il y a du plâtre, de l'argile, de la roche. Donc, c'est très, très, très matière. Donc, ça a été pour moi une entrée dans le domaine de la matière qui s'est poursuivie, dans le fond, par la suite dans mon travail. OK. Puis justement, les œuvres qu'il y a derrière vous, comme vous dites, sont différentes de l'autre série qui est facilement là, remarquable ici. Pouvez-vous m'en parler de celle-là? Qu'est-ce que c'est exactement qu'on voit derrière vous? Oui, bien ça, c'est la série que j'ai faite après la série Renaissance. Donc, j'ai eu un retour à la couleur, on pourrait dire. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que moi, depuis 2014, que je fais ma peinture moi-même à partir de pigments secs. Au début, c'était parce que quand on fait de l'abstrait, surtout dans l'expression, on veut beaucoup de peinture, puis trouver de la peinture de qualité en grande quantité, c'est difficile. Puis je ne voulais pas utiliser de la peinture de mur parce que c'est pas la qualité n'est pas là, puis la couleur se ternit avec les années. On a tout eu notre petit espace de tableau qu'on a laissé sur le mur, puis on l'a enlevé, puis le spot en arrière n'était pas de la même couleur. Là. Oui, tout à fait. Fait que pour m'en sortir, il a fallu que je commence à faire ma peinture moi-même en achetant des pigments de qualité artistique, puis en mélangeant ça avec ma peinture acrylique. Et puis là, dans le fond, je me suis rendu compte avec mon intérêt pour la matière que les pigments n'étaient pas tous pareils. J'en avais des collants, j'en avais des fois qui avaient l'air sec puis mouillé en même temps, j'en avais qui étaient volatiles, j'en avais que je sentais le grain de sable dedans. Oui. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à la matière derrière la couleur, ce qui m'a amené à, dans le fond, écrire un livre de recettes OK. sur chacun des pigments
que j'avais, les 100 Sur pigments. comment faire sa peinture soi-même. Exactement. Parce que chaque pigment étant ce qu'il est, bien, chaque pigment va demander une quantité différente de pigments, dans le fond, pour faire une recette. Puis en même temps, bien, j'ai fait une recherche sur l'origine de chaque pigment. Oh là là! Pour me constituer, dans le fond, moi, j'appelle ça des swatchs. C'est comme, en fait, dans mon atelier, j'ai 100 cartons, à peu près grands comme ça, de chaque couleur. Échantillon, finalement. Exactement, des échantillons de mes recettes. Fait que quand j'arrive pour choisir une couleur, bien, je choisis parmi mon éventail que j'ai devant moi. Et puis ce travail-là, en fait, pour me libérer de... Moi, je pense que mon travail est foncièrement une épuration graduelle. Tu sais, je me suis libérée de l'extérieur. Après ça, je me suis libérée du geste expressif. Et puis ça, bien, c'est des couleurs qui sont mises sur des pastilles de plâtre. C'est du moulage de plâtre qui est collé là. Donc, je peux me concentrer uniquement sur la couleur. J'ai plus la gestion de la forme, je vais dire, ou de... En tout cas, elle est moins présente qu'avant, quand je faisais de l'abstrait. Oui. Est-ce qu'on essaie toujours de mettre de l'ordre dans le chaos ou moins, on accepte c'est ça. mieux? Oui, c'est ça, exactement, parce que la forme est déjà là. Fait que je suis plus uniquement, dans le fond, dans la couleur. Oui. Fait que ça ressemble à ça, là, ce travail-là. Donc, tantôt, vous avez parlé que, dans le fond, la série Renaissance a commencé un peu au Costa Rica. Mais c'est quoi votre démarche? Depuis quand vous voulez peindre? Depuis quand vous savez que vous êtes une artiste? Comment c'est rentré dans votre vie? C'est pas mal à ce moment-là, je pense. Oui, c'est vraiment là-bas parce que, en fait, moi, j'étudiais plus pour être en pédagogie. Puis là-bas, en fait, il y avait pas... Il fallait que je commence par faire du bénévolat quelque part pour me trouver du travail. Fait que quand tu vas faire du bénévolat, excuse-moi, tu vas pas faire n'importe quoi, hein? Quand tu commences en faisant du bénévolat, tu vas faire vraiment quelque chose que tu aimes. Puis moi, j'allais au centre d'art communautaire. Puis à un moment donné, il y a une Américaine qui est partie. J'ai commencé à travailler là. Et puis, là, c'est ça. Puis après ça, vu que c'était un petit village, j'ai été comme catégorisée d'artistes rapidement. Puis c'est comme si la communauté m'a emmenée vers ça. C'est pas vous qui avez choisi les arts, c'est les arts qui vous ont choisi. Oui, exactement, c'est ça. C'est pas le filon de l'argent là, qui m'a mené au niveau de la carrière. Puis dans vos techniques, c'est la même chose. Vous avez commencé par des pigments achetés, comme vous disiez, pour finalement arriver à prendre des couleurs naturelles presque entièrement ou comment vous les choisissez, vos pigments? Oui. Bien là, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant ma recherche sur l'origine des pigments, là, je me suis rendu compte qu'il y a une partie des pigments qui viennent du sol. C'est des minéraux. Ou c'est de la terre. Puis même, je peux en acheter. Là, tu peux acheter de la terre verte de Chypre, de la terre verte de Chypre. Il y a de la terre verte d'Italie. Puis tout ça, fait que là, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait autour de chez moi, là, parce que veux pas, on vit à une époque où on se pose plus des questions par rapport à ce qu'on consomme. Oui. Puis à l'environnement. À l'environnement. Oui. Puis ce qu'on produit comme déchets aussi. Donc moi, en tant qu'artiste, je consomme beaucoup de couleurs et je consomme de la peinture, entre autres de la peinture acrylique. Donc, ça m'a amené à me questionner là-dessus, puis je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire avec ce qui était disponible dans mon environnement personnel. Puis le lien qu'on a, dans le fond, un petit peu tous, d'être plus attachés peut-être à la Terre ou préoccupés par notre planète. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Cap-Rouge, parce que je suis native de là, sur la plage dans le quartier, puis j'ai ramassé des roches là-bas. Puis il y a, entre autres, à Cap-Rouge, l'espèce de roche rouge, là, c'est du schiste, je pense. Donc, j'ai fait mes propres pigments naturels à partir de minéraux québécois. C'est ça, il y a des œuvres ici qui sont exposées, que j'ai faites à partir de ça. Toujours en conservant les pastilles de plâtre, mais on sent quand même, là, les gens qui ont déjà visité l'endroit, on sent l'endroit à travers le rendu, mais les pigments proviennent, dans le fond, ce sont des pigments naturels que j'ai broyés moi-même. Dans l'idée de d'amener un petit peu justement la valeur de la terre, puis de l'environnement, puis de la nature, on va dire de l'élever au niveau de l'art, puis au niveau de nos préoccupations, puis de nos valeurs, puis de l'amener dans le fond à l'intérieur chez les gens pour créer un contact peut-être un petit peu plus direct avec cette terre-là.
Est-ce que ça veut dire que vous vous promenez partout au Québec un peu à la recherche? Bien, c'est ça que je vais faire cet été, là. Okay. Mon projet cet été, c'est ça, là. Je veux vraiment trouver des lieux particuliers parce que je cherche des lieux d'attachement. Les gens qui sont attachés à un lieu particulier, m'inspirer de ce qu'il y a là-bas comme ressources naturelles pour en créer de la couleur puis créer une œuvre à partir de ça. Puis ce que je veux explorer aussi, c'est parce que les pigments organiques, dans le fond, qui ne sont pas minéraux, tu sais, les couleurs qui viennent des plantes, puis tout ça, c'est une autre catégorie de pigments là, qui sont créés à partir de molécules de carbone. Là, c'est la chimie, la pétrochimie, en fait. Là. Mais il y a entre autres Jason, je m'en souviens plus de son nom de famille, mais il y a un artiste à Toronto qui fabrique des encres naturelles à partir, supposons, de petits fruits et tout ça. Oui, fait que je veux regarder ça là, pour voir là, au niveau de la recherche, qu'est-ce qui est possible de faire avec ça, pour peut-être regarder justement sur le territoire québécois, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à intégrer dans des œuvres. Puis aussi regarder peut-être pour la tempéra à l'œuf, parce que le médium acrylique, c'est du plastique en fait. L'acrylique, c'est du plastique. Oui. Essayer de voir au niveau de la tempéra à l'œuf qu'est-ce qu'il y a à faire, quelque chose de durable, puis tout ça. C'est vraiment un beau cheminement. Donc, je comprends bien, vos plans, c'est vraiment de continuer là, dans cette lignée-là. Oui. Oui. Je pense que c'est actuel comme préoccupation, puis l'art, à quelque part, je pense qu'il y a un rôle peut-être d'élever les consciences ou de... Oui, c'est ça, il faut que ça soit représentatif de notre époque aussi, puis de nos valeurs. Oui. Vous avez vraiment très raison. Est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous influence? Bien, c'est ça, au niveau là, présentement, je ne le sais plus, dans le sens où j'ai pas d'autres artistes, parce que mon travail a beaucoup été comparé à celui de Corneau. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai des influences de Corneau. Puis sinon, c'était Jean-Pierre Lafrance au niveau de l'abstrait. Mais présentement, on dirait que ma libération de la couleur, on dirait que je suis comme sortie de moi. Okay. Tu sais, dans ma tête, je suis comme plus dans le tableau, là. Je veux mettre en valeur la nature, mais sans que moi, ma présence soit beaucoup là. Tu sais, c'est comme si j'avais laissé ma place à quelque chose que je pense qui est plus grand puis plus important que moi. Oui, c'est quasiment une œuvre méditative. Là. Vous la faites avec un certain détachement, si je comprends bien. Oui, c'est ça, exactement. Pour les gens qui ont un lieu naturel qui privilégie pour ramener cette terre-là à l'intérieur de la maison, parce que souvent, on a des styles de vie qui rendent difficile là, le contact avec cette nature-là, mais je voulais que ça soit plus la vraie nature qu'une représentation. Tout à fait, tout à fait. Oui, fait que vraiment partir de la matière pour l'amener à l'intérieur. C'est plus l'essence du lieu, finalement. Exactement, c'est ça. C'est tout au niveau du sens. Dans ma tête, ça fait plus de sens. Mon travail fait plus de sens que ce que je faisais avant. Oui. Au niveau de... Oui, c'est ça. Fait que là, présentement, je le sais pas vraiment. Tu sais, je peux pas... j'ai l'impression que je suis branchée sur d'autres choses que j'étais avant. Puis ça fait du bien. Mais ouais, ce qui m'inspire, c'est ça. Vous avez trouvé votre propre style? Oui, peut-être. Ouais. Donc, bien sûr, hein, on invite les gens à venir voir l'exposition ici. Hein, c'est jusqu'au 4 août. C'est de toute beauté. Je vous remercie beaucoup. Mais si les gens veulent entrer en contact avec vous, est-ce qu'il y a moyen de vous trouver par Internet? Avez-vous un site Internet? Oui, j'ai mon site Internet, dans le fond, c'est mariouage.ca, www.mariouage.ca. Je suis aussi sur Facebook, LinkedIn et puis Instagram et puis aussi YouTube. Là, j'ai commencé à faire un petit peu des petites vidéos. Là, Ah ben oui, mais on incite les gens aussi à aller voir. Ça va leur donner une idée de votre travail, finalement. Exactement. Puis j'ai mon petit livre. Je ne sais pas si on le voit. Là, oui. Le petit livre, dans le fond, je vais mettre ça en vente sur Amazon d'ici la fin de l'année. J'ai un petit peu de validation à faire. Fait que tous ceux qui sont intéressés à fabriquer leur peinture eux-mêmes, ou en savoir plus sur l'origine des pigments. Tous ces pigments-là s'achètent à Montréal. Puis c'est ça, je suis en attente. Là. Il y a un éditeur américain là, qui est intéressé à le publier là, pour 2020 en anglais. Là, parce que, bon, au Québec, la culture du pigment... en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, ils en vendent chez Walmart des pigments secs. Okay. Ici, des fois, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Là. Fait que c'est ça.
Hey, c'est génial. Donc, bonne chance aussi pour la publication de votre livre. Et puis, c'est ça, on invite les gens à venir. Félicitations, vraiment une belle exposition. Merci beaucoup, Pascal. Merci. La seconde exposition que je présente aujourd'hui se nomme « La transparence du souvenir » et dans le fond, ce sont les œuvres de M. Yvan Lafontaine qui est juste avec moi, qui nous présente finalement son travail. Bonjour M. Lafontaine. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Moi aussi, merci d'être là. On peut peut-être commencer par parler de vous, hein, votre cheminement, votre formation. Parlez-moi de vous, là. Bon, moi, tout petit, je dessinais. À 5 ans, là, j'ai demandé ma première boîte de couleurs à ma mère pour Noël. OK. Ça faisait vraiment partie de ma vie de dessiner. Puis, le fil en aiguille, j'ai continué à l'adolescence aussi. Puis, à un moment donné, j'ai appris qu'il y avait une école à Montréal où on pouvait dessiner à journée longue. Ah, mais là, c'était pas mal plus vieux, là. Oui, là, j'étais plus vieux. Là. On était rendu proche de la vingtaine, là, tu sais. Alors, j'ai dit, moi, je vais aller étudier là parce que je vais faire du dessin, de la peinture tous les jours. Donc, vous êtes allé à l'université en art? Non, c'était l'École des beaux-arts de Montréal. OK. Mais ça n'existait pas à l'université encore. L'Université du Québec n'existait pas encore à ce moment-là. Alors, au grand dam de mes parents, j'ai décidé d'aller étudier à Montréal, aux Beaux-Arts. Alors, je me suis inscrit aux Beaux-Arts, j'ai fait ma formation complète là, à Montréal. OK. J'en ai profité pour étudier la pédagogie artistique en même temps. C'était nouveau, ça, c'était des années 60, là, ça commençait. OK. Puis, est-ce que votre travail a été influencé par certains des enseignants que vous avez rencontrés là-bas? il y en a deux qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup marqué. Puis j'étais très chanceux parce que j'ai fait partie de la période où il y avait des artistes de réputation extraordinaire à Montréal. Moi, j'ai eu la chance de travailler, d'étudier puis de travailler avec Albert Dumouchel, qui était au Canada le plus grand graveur. OK. Puis reconnu internationalement. Lui, j'ai suivi des cours avec lui. Et j'ai eu Jacques de Tonnancour en peinture, qui était un des grands peintres québécois, canadiens.
Ces deux-là m'ont vraiment beaucoup influencé, m'ont surtout appris à travailler. Oui, bien, puis là, vous parlez de peinture. Juste avant, vous venez de parler de gravure. Oui. Présentement, c'est une exposition photo. Donc, si je comprends bien, La des photo médiums, est prétexte. des techniques, vous en avez exploré beaucoup, là. Effectivement. Si je regarde ce que j'ai fait en art depuis une carrière de déjà 50 ans de passé, là, de la peinture, du dessin, de la gravure, tous les modes d'impression. On parle de gravure. Anciennement, on disait gravure pour tout ce qui était imprimé, alors qu'aujourd'hui, on parle d'estampe. D'estampe, oui, tout à fait. Mais toutes les techniques d'estampe, je les connais. Les plus traditionnelles jusqu'aux plus modernes. Fait que, j'ai fait du vitrail aussi. Ah oui. Mais j'ai fait pendant plusieurs années, j'alternais. Je faisais une série en peinture, puis là, je mettais ça de côté, puis je réutilisais des éléments que j'avais découverts en peinture, je m'en servais en gravure. Ainsi, en dessin, la même chose. Alors, ça fait que, à un moment donné, tu changes de médium, puis tu t'apprends à découvrir de nouvelles affaires. Puis là, tu reviens avec ton médium de préférence, puis là, tu vas plus loin. Oui, c'est ça. Parce que tu appliques des choses qui ne sont pas de l'école. Parce que l'école, elle enseigne comment faire, comment le faire correctement, selon la tradition. Mais en création, tu ne fais pas ça. Non, il y a de l'expérimentation. Il faut que tu expérimentes, il faut que tu ailles plus loin un peu. Alors moi, je me suis amusé à faire ça tout le temps. Mais ma formation de base de l'École des Beaux-Arts, c'est comme estampillé. OK. J'étais reconnu comme un des 2 meilleurs lithographes au Québec. Okay. Alors, quand j'ai fini d'étudier aux Beaux-Arts de Montréal, j'ai été engagé tout de suite comme professeur à l'École des Beaux-Arts de Québec en lithographie. C'est de même que j'ai commencé à enseigner. Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'enseigner? Est-ce que c'était votre rêve d'enseigner? C'était pas un rêve, c'était un choix voulu, bien réfléchi, parce que je me disais, au Québec, on ne vit pas des arts visuels. Hein? Aujourd'hui encore, c'est 18 000 par année le revenu moyen d'un artiste en arts visuels. Fait que si on essaie de vivre avec ça, on est en dessous du BS. Là. Alors moi, j'ai dit, je vais enseigner, et puis je vais avoir les revenus que je veux, puis je vais faire les œuvres que je veux. Si elles ne se vendent pas, c'est pas grave. Ça me donne de la liberté. Ça me donnait la liberté de produire ce que je voulais, de faire les expériences que je voulais, et ça, j'ai fait ça toute ma vie. Oui, oui. Et puis ça, je ne le regrette pas du tout. Par contre, j'ai enseigné pendant 36 ans, j'ai adoré ça, et puis j'enseigne encore bénévolement. Donc, vous aimez ça? Je vais au Mexique, puis je donne des ateliers de gravure, des cours de gravure gratuitement aux gens là-bas, parce que les autres, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'université, ils n'ont pas d'argent pour y aller. Fait que je fais mon bénévolat là, mais j'en ai fait ici aussi. Vous avez parlé tantôt d'un 50 ans de carrière. Oui. Est-ce qu'il y a des moments vraiment forts dans votre 50 ans qui valent la peine qu'on... Bien, moi, je pense qu'il y a... Forcément, parce que quand tu as 20 ans, là, puis tu t'en vas étudier en art, tu espères en avoir une petite reconnaissance à quelque part. Hein? On s'entend? Alors moi, mon rêve, c'était le jour où je vais avoir une œuvre dans un catalogue, dans un musée. Ma carrière va être faite, là, tu sais. Tu penses comme ça, là, 20 ans? Le rêve du musée, tout à fait. Alors, j'ai été chanceux. Bien, chanceux, j'ai travaillé. Les gens disent tout le temps, tu étais bien chanceux. Bien oui, j'ai tout le temps travaillé beaucoup, hein? Bien sûr. Et il y avait à l'époque, dans les années 60, un concours qui s'appelait le Salon du printemps du Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'était une sélection. Tous les artistes du Québec pouvaient envoyer des œuvres là, dans toutes les disciplines. J'avais fait une série de peintures en Gaspésie durant l'été. Okay. J'ai envoyé une œuvre, ça a été sélectionné. Alors, c'était ma première œuvre présente dans un musée sur sélection. Et là, j'étais... À partir d'un concours, c'est bon. C'est ça. Puis là, j'étais étudiant aux Beaux-Arts. Je n'avais même pas fini ma formation. Ça, c'était vraiment... Ça te donne un coup de fouette, là. C'est bon pour l'ego, en tout cas. Bien, tu dis, j'arrêterai pas demain. Hein? Et 2 ans après, il y avait une compétition internationale de gravure qui se tenait au Canada. Il y avait 7 pays, c'est organisé par l'Association des graveurs du Canada. J'ai envoyé une œuvre, elle a été sélectionnée et j'ai gagné un prix. Et là, c'était au musée de Toronto. OK. Donc, vous avez des œuvres dans plusieurs musées, si je comprends bien. Oui, au moins 12 musées dans le monde. OK. Donc là, si je comprends encore, à travers les lignes,
on retrouve de vos œuvres, pas juste au Québec là, ou en Ontario. Non, là. on en retrouve surtout à l'étranger. Ah oui? Oui, on en retrouve en Chine, au Japon, au Mexique, en France, en Suisse, en Italie, en Angleterre, je ne sais plus où là, au Brésil, en Amérique du Sud, dans beaucoup de places. C'est impressionnant quand même. Oui, mais c'est parce que ça devient comme un cercle. Hein? C'est un marché, l'art aussi. Hein? Et peu importe à quel niveau, dans quel niveau du marché tu es, je vais te donner un exemple bien simple. Après le musée de Toronto, Oui. j'ai été sélectionné pour une triennale en Suisse. Mais ça, là, c'était les plus grands graveurs au monde, à peu près. J'étais le seul Canadien. Au même moment, ils préparaient à Montréal une exposition au Musée d'art contemporain sur la gravure au Québec. Et je n'avais pas été invité. Mais quand ils ont reçu le catalogue du musée de la Suisse, Bien sûr. bien là, ils ont dit, bien, on va avoir des fois un maudit si on ne l'invite pas. Oui, donc de fil en aiguille. Alors, tu vois, là, tu viens de rentrer dans le rouage des musées. Et là, j'ai été invité au Musée d'art contemporain pour la rétrospective sur la gravure au Québec. Oui, mais si je comprends bien, ça a commencé jeune, là, vous, tout ça. Là. Ça a commencé très jeune. Ça a bien été dès le départ. Ça a là. commencé très jeune, mais après, mettons, la Suisse, là, ça a commencé à être plus régulier parce que le musée, il fait sa biennale ou sa triennale, il envoie ça dans tous les autres musées. Là. C'est en Suisse, en France, ils vont l'avoir, en Angleterre, en Allemagne. Et les autres, quand ils organisent une exposition dans le même domaine, ils prennent des références. Bien sûr. Là, ils disent, non, ce gars-là, il est tout le temps il est à cette biennale-là, il est à l'autre, il est à l'autre. On va l'inviter. Tout à fait. Pas inviter à nous présenter une pièce, mais à participer, à poser sa candidature en compétition, parce qu'au début, c'est de la compétition, là, on s'entend. Là. Tu sais, quand tu as 800 artistes, on en sélectionne 125, là, c'est de la compétition. C'est au niveau international, c'est de la grosse compétition. Fait que ça a commencé comme ça. Okay. Mais sur le lot, régulièrement, j'étais sélectionné. Si tu es sélectionné une fois, tu dis bien content. Mais si c'est récurrent, ça revient régulièrement, ça ne veut pas dire que tu l'es toujours. Non. Mais ça revient, bien là, il y a une constante. La constante, ça veut dire qu'elle est aussi dans ta production, dans ton travail. Parce que ce n'est pas les mêmes jurys. Mais ça veut quand même dire que les gens qui connaissent votre domaine finissent par apprécier, c'est ça. C'est ce que je veux dire par ça. Parce que c'est certain, tu changes un jury, tu changes les gagnants. Ouais. Mais vous êtes reconnu par vos pairs, c'est ça que ça oui, veut dire? Oui, on a très bien. Maintenant, je suis invité à des biennales, à des triennales. Je n'ai pas besoin de soumettre de candidature. On m'appelle et on me dit, bien, envoie-nous donc une œuvre pour cette exposition-là. Si, justement, là, on parlait des œuvres qu'on a ici sous les yeux, qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition, la transparence du souvenir? Bien, moi, je dirais on voit une continuité. En fait, c'est parce qu'il faut comprendre un petit peu ce que j'ai fait comme production. Dans les années 80, j'ai commencé à travailler sur l'idée de la perception des choses. Le gros principe de base, c'était simple. Là. Ce qu'on voit, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voit? Puis, dépendant qui on est, on ne voit pas la même chose. On n'a pas le même background, on n'a pas les mêmes expériences, on ne regarde pas les choses de la même façon, on n'a pas la même philosophie. Alors, on se fait un monde à partir... Moi, j'ai dit... ça me questionne de savoir, c'est-tu vraiment ça la réalité ou si c'est pas ça? Là? Et j'ai commencé à questionner la réalité avec l'idée d'un rétroviseur de voiture. Quand tu regardes dans ton rétroviseur, oui, on a une image inversée. Elle est inversée, puis elle n'est plus là. Aussitôt que tu lâches le miroir, tu es rendu ailleurs. Il n'y a plus d'image. C'est vrai. Fait que c'est une illusion de quelque chose. Okay. J'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai dit, on va régler ça dans 1 an, là, tu sais. Puis à un moment donné, ça avance, puis là, je m'en vais à New York, je regarde les édifices. C'est tout déformé un dans l'autre, puis tout ça. Mais l'édifice qui est de l'autre bord, il n'est pas comme ça pantoute. Alors là, il y a encore un transfert qui se fait. Ma perception n'est pas si fausse, mais peut-être fausse aussi, mais c'est aussi la réalité de ce que je vois. Tout à fait. Alors là, j'ai parti
Alors, je travaillais comme ça à partir de banques d'images. Là, je me faisais des banques d'images. Je me disais, ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus. Un jour, je vais travailler là-dessus. Là, je revenais à Montréal, j'avais 200 diapos. Là. Puis là, quand tu prends ta photo, là, tu regardes ce que tu photographies, mais il y a toujours quelque chose que tu n'as pas vu qui est dans la photo. Quand tu regardes tes photos de voyage, quand tu regardes, à l'époque, c'était des diapos, tu dis, ah, coudonc, il y avait un stop là, il y avait une bonne fontaine là. Donc là, c'est ça que vous avez essayé de faire ressortir cette fois-ci, c'est ça? Ça, c'était la deuxième étape. OK. Fait que là, on faisait... La troisième, c'est que là, je me suis ramassé devant des vitrines, des édifices, mais là, c'était plus juste la réflexion. Il y avait une petite transparence. On voyait l'autre bord dans la vitrine. Oui. Ah, on avait une nouvelle couche, là. Alors, pendant 40 ans, j'ai travaillé là-dessus. D'un à l'autre, comme ça. Et là, disons, depuis les 20 dernières années, je travaille beaucoup plus avec la photo que je manipule. Avant ça, ça servait juste de prétexte pour trouver des points d'ancrage pour bâtir des images. Oui, oui. Mais depuis 20 ans, là, j'ai fait là-dessus, j'ai fait la série Visible incertain, les straps du visible. On voit juste par les titres qu'on est tout le temps dans le même monde, Oui. mais c'était des séries distinctes. Mais les dernières séries étaient surtout bâties comme ça. Là, je me disais, ah, ça, on va travailler avec ça, parce que là, la transparence, tu l'as dans l'eau, ta réflexion sur l'eau aussi. Fait que là, ce qui était ma vitrine est devenu l'eau. Oui, c'est la même chose. Dans le fond, on a tout le temps le même problème. Vraiment. Mais là, on a 30 ans de fête, là, sur 40. Alors là, j'ai travaillé là-dessus. La dernière exposition ici était un peu plus dans cet esprit-là, si je me rappelle bien. Puis là, ça, c'est une nouvelle série qui fait suite, tout simplement, où on retrouve plus de la nature qu'avant. C'est moins abstrait, mais on a tous les mêmes jeux d'ambiguïté, de lecture entre ce que je perçois, ce qui est là, ce qui est montré à voir, mais qui n'existe pas. C'est la continuité de tout ça, simplement. Donc, c'est ça, ce sont des œuvres que ça vaut la peine de s'y attarder. Moi, ce que je dis, il n'y a pas une seule personne qui voit de la même façon. J'ai une amie mexicaine qui est venue au Québec et qui disait à une jeune, elle dit, regarde les beaux nuages. La petite Québécoise n'avait jamais regardé les nuages. Mais au Mexique, il n'y avait à peu près jamais de nuages. Elle était fascinée de voir ces nuages-là. Quand on en fait part à la petite fille, puis elle commence à regarder les nuages. Puis là, un jour, elle dit à sa mère ou à sa tante, « Hey, as-tu vu les nuages ce soir? Ils ne sont pas comme hier. » On ne regarde jamais les nuages. Elle a appris à regarder différemment. Tout à fait. Alors, c'est exactement la même chose. Moi, je me dis, je prends des fragments d'images, je réinvente. Ces images-là, elles n'existent pas. C'est tout. C'est de la juxtaposition de différentes C'est des transparences, images. c'est un collage informatique, dans le fond, avec des transparences, avec des opacités, avec tout ça. Mais je prends des fragments de la réalité, puis moi, je les recompose, puis je dis, regardez, c'est beau, hein, ce paysage-là. Faites-en ce que vous voulez. Et l'idée, c'est, chacun va le regarder avec sa culture, ses outils, tout ça. Il ne faut pas essayer de comprendre c'est quoi. Oui, c'est ça. C'est émotif de toute façon. Hein? L'image, elle va vous parler. Vous n'avez pas besoin d'y parler. Écoutez-la, là, regardez-la. Puis là, elle va vous poser une question. Là, vous allez dire, ah ouais, c'est ça, hein, la question. Alors, M. Lafontaine, il y a l'exposition ici. Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce qu'il y a d'autres choses présentement? Là, Non. Oui, cette année, c'est une grosse année. OK. Nommez-moi 2-3 affaires juste comme ça. Bon. Là, actuellement, là, on est le 8 aujourd'hui. Hier soir, on avait un vernissage à Oaxaca, au Mexique. Une exposition super le fun. C'est le plus vieil atelier de gravure de la ville de Mexico, qui est représenté avec 5-6 artistes. Et 4 ou 5 ateliers de Oaxaca, tous des ateliers de gravure qui sont représentés. Et moi, je suis représenté dans mon atelier du Québec, du Canada. OK. Fait que, donc, il y a ça présentement. Il y a l'atelier A+, d'Yvan Lafontaine qui est là, puis le vernissage était hier soir. Actuellement, il y a en Bulgarie une petite biennale de petit format que j'ai reçu hier, que
ça commence, là, ce mois-ci. Parfait. J'ai été sélectionné. Il y en a une autre à Cadaqués, en Espagne, qui commence aussi ce mois-ci, à laquelle je participe. Je suis invité au mois d'août à Porto, au Portugal, pour la Biennale, la 30e, je pense. Là. Mais là, c'est vraiment sur invitation. Puis, il y a Graphic Print du Portugal aussi, en septembre, où je suis invité. OK. Fait que ça, c'est les plus... Vous avez raison, c'est une bonne année, hein? Oui, c'est une bonne année. Oui, puis je suis en train de finir un livre. OK. Un livre sur quel sujet? C'est un roman poétique. Je crée les images. C'est pas des illustrations des textes, c'est une lecture différente du même sujet. Il va y avoir 7 œuvres dans le livre, plus la couverture. Et ça joue sur toutes sortes d'affaires aussi, là. Mais ça reste dans le même esprit de ce que je fais. Oui, mais là, c'est avec les mots que vous jouez. Moi. OK. Puis en janvier, j'ai une exposition solo au Mexique. OK. Donc, ça va bouger pour vous prochainement. Jusque-là, là, c'est assez occupé. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur vous, Yvan Lafontaine, qu'est-ce qu'on fait pour Ils peuvent aller sur mon site. Allez-y, c'est quoi www.y-lafontaine.com. OK. Ou sinon, ils tapent juste dans Google, là, Yvan Lafontaine artiste. Ils vont avoir... Puis on y arrive tout de suite. Ils vont avoir des pages et des pages. Bien, franchement, M. Lafontaine, je vous remercie. Puis, comme je dis, on invite les gens à venir voir votre travail. C'est très agréable, votre monde, où vous nous amenez. Mon faux monde. Oui, voilà, vous nous amenez ailleurs. Bien, je vous remercie beaucoup. Et je souhaite une belle visite à tout le monde. Oui, merci. La dernière exposition à présenter aujourd'hui s'appelle « Habiter la ville » et c'est présenté par le festival Le Festif. J'ai avec moi Clément Turgeon-Thériault, très connu, qui est le directeur général et artistique de l'événement, pour me parler de l'exposition. Bonjour. Salut Pascal. Plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Oui, moi aussi. C'est une joie. Commencez donc pour me dire pourquoi vous avez décidé de faire une exposition. C'est notre 10e anniversaire. Ça fait 10 ans qu'on fait le festif, puis on avait envie de faire différentes activités pour souligner ça. On est passé à vouloir faire un livre. On avait des grands projets, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu exagéré. Pour un 10e, on s'est dit la meilleure façon de le faire, c'est d'exposer les photos magnifiques qu'on a. On a 4 photographes, Francis Gagnon, Jérôme Kearney, Caroline Perron, Louis Laliberté, qui font un travail exceptionnel. On s'est dit, on a tellement des belles photos que la meilleure façon de le faire, c'est en montrant ces photos-là. Puis c'est vraiment comme ça qu'on a décidé de faire l'exposition. OK. Donc, dans le fond, on retrouve ici des photos des 10 années. Oui. Par les photographes officiels, finalement, de l'événement. C'est ça? Exactement. Il y a la première édition qui n'a pas de photos comme telle parce que c'était mon père, le photographe. On n'avait pas de photographe. Donc, on a fait aussi une ligne du temps qui explique, qui raconte un peu les étapes importantes des 10 premières années.
Donc ça, c'est la meilleure façon de comprendre les premières éditions. On a moins de documentation là-dessus, mais vraiment à partir surtout de la troisième, là, tout est représenté à partir de la troisième édition. Puis justement, la ligne du temps, si on prend la peine de le lire, est-ce qu'on va retrouver des anecdotes? Est-ce qu'on va retrouver des moments cocasses? Oui, quand même. Entre autres, que le festif s'est créé dans la roulotte à ma mère, que j'ai pris mes prêts et bourses pour payer les premières dépenses du festif. Donc, il y a différentes anecdotes comme ça, surtout en lien avec la création. Là, on voulait que les gens comprennent le contexte. Puis si les touristes s'intéressent aussi, bien, au moins, en lisant ça, là, ils vont comprendre les photos ont été prises dans quel contexte. Oui. D'ailleurs, comment vous avez fait pour faire la sélection des photos? Vous devez en avoir des milliers. Oui, c'est pas les photos qui manquent. On a essayé déjà d'y aller par thématique. Donc, on avait la thématique spectacle, tout simplement. Puis à travers les spectacles, on s'est dit, on va essayer de faire des thématiques. On a la thématique Habiter la ville, qui est le nom de l'exposition. Donc là, on s'est dit, on va mettre en valeur des photos qui montrent que le festif est vraiment dans la ville. Donc, la rue Saint-Adolphe, sur des balcons de maison, dans le garage du curé, des trucs comme ça. Il y a la thématique party. Donc là, on montre justement, il y a beaucoup de gens, surtout de la population, qui, eux, viennent à la scène principale, mais qui ne comprennent pas qu'à partir de 23h30, il y a un monde nocturne au festif. Il y a un monde en soi qui commence à partir de 11h30, minuit. Donc, ça, on l'a mis de l'avant. On a mis la thématique aussi, les dessous du festif. Donc, on voit nos bénévoles en action, le côté célébration. Donc, vous avez un mur qu'on a construit qui montre l'équipe après le festival. Donc, ça vous montre à quel point on est sur un high incroyable après avoir livré la marchandise, finalement. Donc, on a séparé en thématique. Fatigué, mais toujours sur l'adrénaline. Oui, c'est ça. Donc, on a séparé en thématique, puis on est allé chercher ce qui était, pour nous, le plus représentatif. Puis sur la cinquantaine de photos, c'est presque toutes des scènes différentes. Donc, on voulait aussi montrer que le festif, c'est pas juste la scène principale. On a utilisé à peu près 50 sites différents depuis le début. Donc, ça, c'est... Je pense que c'est assez... Avec beaucoup d'originalité, d'ailleurs. Oui. Puis cette année, on va en avoir des nouveaux encore. Donc, c'est ça. On voulait que l'exposition rende hommage à la diversité des sites, puis des artistes, puis de l'offre artistique du festival. OK. Pendant que j'ai la chance de vous avoir avec moi, j'aimerais savoir comment cette idée-là est apparue. Ça a été vraiment sur un coup de tête. C'est les 25 ans du Cirque du Soleil qu'il y a eu l'éveil du géant. Puis là, ce soir-là, cette nuit-là, il y avait les feux d'artifice au quai. Il y avait la chanson Allegria et j'ai vécu une expérience mystique avec cette chanson que j'ai écoutée en boucle pendant 3 ans après ça, je pense. C'est pas vrai. Oui. Et ce moment-là, j'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire. Je voulais reprendre un peu l'héritage du cirque, le festival La Fête foraine. J'étais à peine au courant que la Fête foraine existait. Donc là, j'ai découvert toute une espèce d'historique autour de ça. Puis là, on le dit dans la ligne du temps, à 3 h du matin, par hasard, le maire Jean Fortin passe dans la rue. Il revenait du party du Cirque du Soleil. Et là, j'ai eu une discussion avec lui, puis tout s'est enchaîné à partir de là. Mais c'est vraiment sur un coup de tête. Donc, dès le départ, vous avez senti une ouverture, que vous alliez peut-être pouvoir faire des partenariats, qu'il y avait peut-être de quoi de possible. Oui, vraiment. Puis j'ai parti ça naïvement comme ça, entre autres avec Anne-Marie, qui est encore dans le festival qui a fait l'exposition en grande partie. Donc, c'est vraiment un coup de tête comme ça. Puis c'est la meilleure façon parce qu'on a pris plein de décisions insensées qu'on n'aurait pas prises si on avait pris un cours en gestion et tout ça à l'université. Là, on aurait tout couché sur papier. Là, on le fait sans réfléchir. Donc, vous êtes des vrais autodidactes. Oui, tout à fait. Passionnés. Oui. Donc, c'est ça qui a amené... Oui, vraiment. Puis c'est ça, je pense, le secret de l'événement, c'est qu'on le pense de façon plus artistique que de façon business ou monétaire. Donc, on fait plein de concepts, des trucs, des fois, qui ne vont pas nous rapporter sur le moment, mais qui font que le festif est le festif. Puis ça, au final, ça rapporte. Tout à fait. Ouais. Donc, il faut certainement être un grand mélomane pour... Oui, j'écoute beaucoup de musique. Oui, donc comment on fait ça, une programmation? Ça doit demander des millions d'heures d'écoute. Oui, bien c'est un travail à long terme, parce que des fois, il y a des artistes que je vais découvrir en 2014, puis que je vais me dire, bon, c'est peut-être pas c'est peut-être pas le fit pour l'édition 2014, mais je vais finir par les inviter en 2017. Donc, il y a une espèce d'emmagasinage qui se fait dans mon cerveau pour me rappeler que tel artiste, j'avais découvert ça en 2014, là, ça marche en 2017. Je l'ai fait venir, puis après, je me fais une grille, une immense grille avec plein de possibilités, plein d'options. Donc là, je me dis, la scène des jardins,
je veux Jean Leloup. Là, finalement, j'ai pas Jean Leloup, donc la première partie ne fonctionne plus. Là, j'inverse mes options, puis c'est carrément un casse-tête. Est-ce que c'est surtout les artistes qui vous envoient leur dossier ou c'est surtout vous qui téléphonez aux agents des artistes ou qui... C'est un mélange des deux, mais c'est beaucoup. Moi, c'est beaucoup de la découverte. Là, donc, souvent, il y a beaucoup d'artistes que je fais venir des quatre coins du monde, là, puis que j'ai découvert en faisant des recherches. Donc, j'essaye plus de trouver que d'attendre que les gens nous écrivent, mais souvent les gens nous écrivent, puis on en fait des découvertes aussi. Mais on n'attend pas de se faire écrire. J'essaie de découvrir, puis avec Internet, c'est vraiment rendu facile de découvrir des artistes inconnus de l'Algérie ou du fin fond des États-Unis. Vraiment. Ouais. Puis on a la chance de les découvrir grâce à vous, parce que si vous n'existeriez pas, on ne pourrait pas avoir accès à ça à Baie-Saint-Paul, ça c'est sûr. Après 10 ans, est-ce que vous avez des coups de cœur, des moments là, vraiment particuliers? Je dirais l'année dernière, moi, où j'ai vécu le seul moment où j'ai pleuré. Je pleure rarement en écoutant de la musique, mais c'est le spectacle au lever du soleil. Donc, on a fait un spectacle derrière les champs de l'Hôtel Germain à 4h30 du matin. On s'attendait à rien. On s'est dit, on va être 14 au spectacle. Il y avait à peu près 450 personnes. Moi, j'ai comme découvert, je me dis, tu sais, premièrement, jamais ça aurait pu arriver, ce moment-là, à 4h30 du matin, si on n'avait pas décidé de le faire. Puis ça m'a comme reconfirmé toutes les possibilités qu'on a encore devant nous pour faire vivre des émotions aux gens. Puis ça a été, je pense que ça a été un des moments marquants. Là, puis ça s'est passé à la 9e édition. Donc, je me permets d'être encore surpris après 9 ou 10 ans. Donc, c'est prometteur. Là. Oui. Ouais. On va couper parce que j'ai pas d'idée d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il y avait les plus grandes déceptions. Ah, OK. Et vu qu'on parle des 10 ans, est-ce qu'il y a des moments qu'on regrette? Est-ce qu'il y a des moments qu'on n'aurait pas dû... Oui, des déceptions, il y en a plein. Il y a le fameux Jean Leloup qu'on répète à chaque fois, des groupes qu'on a eus qui finalement ont cancellé, Brandvan 3000 entre autres, qui était comme... un hit qu'on était content de faire revenir. Il y a beaucoup des déceptions. Il y a souvent des moments où on se dit peut-être qu'on n'aurait pas dû mettre cet artiste-là à cet endroit-là. Il aurait dû être à un autre endroit. Donc ça, c'est plus des déceptions du côté de programmateur, je dirais. Mais c'est souvent ça. Tu sais, les déceptions, c'est des trucs que les gens ne savent pas, des groupes qu'on a presque signé. Jean Leloup pour cette année, Scoop. On l'avait presque signé, on attendait le contrat. Et il s'est désisté du jour au lendemain. Puis ça, on peut pas le dire au public. On avait Jean Leloup. Puis, fait que ça, c'est souvent des déceptions comme ça que les gens ne savent pas. Des artistes qu'on travaille depuis des années qui, à la dernière seconde, vont finalement décider de ne pas venir au festival. J'avoue, les Baie-Saint-Paulois, on attend tous le retour de Jean Leloup. on l'attend aussi. J'ai même été son voisin à Montréal par hasard il y a quelques années. Donc, j'ai eu l'occasion de le côtoyer? Oui, de le côtoyer. Puis c'était un grand hasard de la vie. Je me suis dit, c'est probablement pas pour rien, mais depuis ce temps-là, on n'a toujours pas réussi à l'avoir. Mais au moins, on a passé proche. Ah, OK. Ouais. C'est vraiment génial. Donc, dans l'exposition Habiter la ville, on retrouve des photos, mais il y a aussi d'autres choses, je pense. Hein? Oui. Bien, il y a la ligne du temps, il y a des vidéos aussi. Il y a une borne où vous pouvez voir des premières entrevues de nous malhabiles devant les caméras, donc jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi de la musique de nos artistes en continu. Donc, quand vous venez, vous vous plongez un peu dans l'ambiance. Il y a des objets, il y a le fameux costume de hivernal, le fameux gorille, il y a le piano qui a été utilisé pour nos spectacles surprises depuis les 5 dernières années, donc qui est ici. Puis vous voyez des photos justement des spectacles. Il y a des grilles aussi de travail, donc vous voyez vraiment comment on monte le festival. Ça vous montre qu'on utilise beaucoup de notes, beaucoup de marqueurs, beaucoup de couleurs. Donc ça, on voulait que les gens voient aussi un peu les dessous de l'événement. On a les affiches des 10 éditions, donc il y a plein de choses comme ça. Oui. En plus d'articles de journaux, en plus de... il y a beaucoup de matériel qui nous permet vraiment là, de rentrer dans le sujet du festival. Oui, puis on l'a vraiment fait à la base pour les gens d'ici. Donc, on espère que la population va se déplacer. Là, on veut que les gens revivent des moments aussi qu'ils ont vécu ou découvrent des moments qu'ils ne connaissaient pas. Donc, bien sûr, on va tous s'amuser, essayer de se trouver sur les photos. Oui. Et je vous remercie, M. Turgeon. Ce fut vraiment un plaisir. Puis, ça vaut vraiment la peine que les Baie-Saint-Paulois se déplacent. C'est du beau travail. Merci.
Alors, ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la culture en action. Bien sûr, je vous invite à venir voir les 3 expositions qui ont été présentées tout à l'heure dans l'émission, soit Renaissance de Marie Walsh, La transparence du souvenir d'Yvan Lafontaine et Habiter la ville du Festival Le Festif. Bien sûr, j'ai toujours également mes expositions permanentes, donc ça vaut la peine aussi de venir voir le Studio Trad sur les textiles charlevoisiens, apprendre les techniques, les découvrir, et aussi Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience, sur l'histoire, le patrimoine de Baie-Saint-Paul, mais aussi des villes environnantes. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.